Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 14e épisode de la 5e saison de Cold Facts. On va commencer par la très vilaine charge de Barofner sur Bikoff hier soir contre Fribourg lors du match Fribourg-Zurich. 2 minutes de pénalité pour Bandencheck et pas de vidéo des arbitres. Nous on trouve ça scandaleux, on va en parler. On parlera après évidemment du côté sportif de ce très bon match entre Fribourg et Zurich. On enchaîne avec Ajoie qui continue de perdre finalement, et ces 2 victoires sur les 20 derniers matchs, c'est vraiment très difficile pour les Jurassiens en ce moment. Après Lausanne, qui a réussi à sortir vainqueur de son duel en Léventine 3-2, c'est pas encore très reluisant, mais au moins c'est 3 points pour les Lausannois. Les pronos, puis après on termine avec un passage sur le HC Bienne qui... quand Saterin ne joue pas, encaisse des buts. Ils ont perdu 3-0 contre Davos. Il y a un match contre Lausanne qui s'annonce jeudi. Et puis, on termine avec le leader Genève Servette, moins exceptionnel, moins flamboyant, mais qui a quand même toujours 9 points d'avance. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Avant que je te pose la question de savoir comment toi tu vas... Oui, c'est important. Ça va pas parce que Barofner fait n'importe quoi puis que ça m'agace quoi. Ah, direct. Il Ouais. n'y a pas de chauffe, pas de tour de chauffe. Non. Non, effectivement, ceux qui nous écoutent depuis un certain temps le savent. J'ai pas l'impression qu'on crie au loup sur l'arbitrage, qu'on remet en question de manière trop vigoureuse les arbitres. On a plutôt tendance à plutôt pas leur chercher des excuses, mais à comprendre la difficulté de leur rôle. C'est de bons termes. Voilà. À toujours essayer de dire, bon, ben ça va vite, ceci, cela. Ah ouais, mais bon, ils peuvent pas tout voir. On est toujours plutôt à pas prendre parti, mais à les comprendre. Là moi, j'arrive pas, en fait. Et on parle évidemment du match Fribourg-Zurich de mardi soir, au demeurant un excellent match. On va y revenir un peu plus tard. Mais à la 30e minute, il y a Barofner qu'on voit Bikoff dans la bande. 2 minutes pour Bandencheck siffler. Donc, quelqu'un a vu quelque chose à ce moment-là. Et à aucun moment, ils vont voir la vidéo pour une suspicion de pénalité de match. Option qu'il leur est donnée depuis cette saison. Moi, c'est ça qui me fait le plus mal. C'est insupportable. Tu as le droit d'aller prendre la bonne décision. Et le capitaine, l'entraîneur te disent « va voir la vidéo ». Et non, ils vont pas voir la vidéo alors que l'outil est là. Ça pourrait même être une simulation de la part de Bikoff. C'est pas le cas, hein. Mais je veux dire, si tu te dis, mais attends, est-ce que l'autre est pas en train d'exagérer? Enfin, il y a plein de moyens d'avoir recours à cet outil. Et c'est ça, moi, ça me frustre tellement, en fait, dans cette situation-là. Et au bout du compte, on se retrouve avec Barofner qui prend 2 minutes pour son Bandencheck. Il revient sur la glace alors qu'il aurait dû être sous la douche. Le lendemain, premier truc que fait la Ligue au réveil, c'est quoi? Ah bah il faut vite qu'on suspende machin parce que Zurich rejoue le soir même, parce qu'il faut que la suspension provisionnelle tombe avant 10h. Évidemment, c'est tombé à 9h, c'était là, pas de problème. Quelqu'un a dû mettre un réveil un peu plus tôt pour faire un communiqué de presse. Mais comment c'est possible de ne pas voir ça? Ouais. Et moi, j'ai parlé avec des gens à la deuxième pause, du coup. Ils étaient à l'autre bout de la patinoire, ils m'ont dit « Dylan, t'as bien vu le truc sur Bikoff ?» Je dis « Ah, moi, je regardais pas par là, je sais pas où j'étais, mais je l'ai pas vu en direct. » Ils ont dit « Bah, nous, de l'autre côté de la patinoire, c'était clair, quoi, c'est 5e match. » Puis je dis « Ouais, je me réjouis de la revoir. » Puis je suis allé la revoir, j'étais là. Ouais, non, mais impensable de rater ça. Et encore une fois, si on prend la situation différemment, il ne siffle pas 2 minutes pour Bandencheck, il rate complètement l'action. Moi, je peux vivre avec ça. Tu peux rater un coup de sifflet. Complètement. C'est pas un problème. Si, c'est un problème de faire une erreur, mais c'est compréhensible. C'est pas une erreur c'est une erreur d'appréciation, de jugement, de placement. T'as la tête à droite alors que ça se passe à ta gauche. Il y a 10 000 explications possibles. Par contre, quand tu siffles 2 minutes, donc quelqu'un a vu une faute. Et il y a aussi autre chose. C'est la personne qui fait la faute. C'est Jérôme Barofner. Pour moi, il y a 2 joueurs dans cette ligue qui n'ont pas droit au bénéfice du doute. C'est Herzog et Barofner. Ces 2 joueurs, s'ils mettent un coup de crosse, tu vas quand même voir la vidéo pour potentiellement mettre match parce que c'est Herzog et Barofner. J'exagère évidemment, mais ces 2 joueurs-là, pour moi, ils doivent être en sursis permanent. Donc, quand il y a une suspicion, quand il y a un Bandencheck de Barofner, tu dis... Je vais voir, je suis obligé, ne serait-ce que pour ne pas passer à côté d'un gros truc.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés à des kilomètres de ça. Alors, il y a 0-0 à ce moment-là. Fribourg aurait dû bénéficier d'un 5 minutes de supériorité numérique. Fribourg actuellement est kata en powerplay, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas marqué. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils auraient gagné. Par contre, ça veut dire que le match aurait été arbitré correctement. Et là, c'est pas le cas et c'est vraiment hyper énervant. Ouais, j'ai de la peine à ajouter quelque chose à ce que tu dis, dans le sens où c'est vraiment une frustration me dire que on met en place des choses pour permettre aux arbitres, justement, de leur enlever une part de ah bah ça va vite. Ok, justement ça va vite. Bah ça va un peu trop vite. On n'a pas pu, on n'est pas sûr. On a l'impossibilité d'aller regarder ça. On voit, on check, on dit mais oui, non, voilà. Et le problème c'est que on a des pénalités qui tombent ou des matchs de suspension qui tombent pour des contacts avec les arbitres. Moi aussi, je suis à dire, il faut pas toucher les arbitres. Il fait partie du jeu et c'est vraiment les directeurs de jeu ont fait attention. Mais il y en a eu quelques-unes cette saison où on était un peu à se dire, ouais, tu vois, il y a 3 matchs ou 4 matchs de suspension. Je pense des fois, je crois qu'il y avait Guillaume Maillard notamment et tout. Di Domenico, Même Di Domenico aussi, qui est pourtant pas un agneau. Tu es là, c'est qui est un peu sévère. Alors bon, ok, on touche pas les arbitres. Mais j'ai plutôt l'impression que c'était de la maladresse. Et ou bien de la faute à pas de chance, l'arbitre arrive, il se voit pas, c'est malencontreux, boum, tu ramasses 3-4 matchs. On a des simulations alors qui sont punies extrêmement facilement, tant mieux. Mais au bout d'un moment, on est passé de il n'y a pas de joueurs qui simulent en hockey à on en a 10 par semaine. J'avoue que... Ils se font un buffet de fin d'année avec tout l'argent qu'ils gagnent là. Ouais, on a l'impression que c'est les amendes de parquage dans certaines villes de Suisse, quoi. C'est ah bah tiens, c'est bientôt la fin de l'année, on n'a pas fait nos quotas. C'est vraiment très énervant et je comprends que le public qui a tendance, les supporters ont tendance à être un peu chauds. Ils sont un peu chauds vin d'ailleurs, et non pas vin chaud qui pourrait aller un peu avec le contexte ces temps, mais ils sont chauds vin, ils aiment pas ce qui se passe contre leur équipe. Mais là, je suis pas fribourgeois, je suis pas lausannois, je suis pas genevois. Je regarde juste cette charge-là, de manière complètement avec des yeux neutres. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas. Et le problème, c'est que de nouveau, pour alimenter des théories qui pourraient être complotistes, c'est Zurich. Ah, c'est Berne des fois, c'est Zurich là. Ouais, c'est casse-pied. Bah, surtout, il me semble qu'à ce micro, on fait l'apologie de la vidéo. On veut des vidéos sur les lignes bleues, on veut des vidéos par-ci, par-là. On veut absolument aider les arbitres au maximum. Tu leur donnes la roue, ils continuent de traîner des cailloux par terre, quoi. Oh non, non, ça, on a toujours fait comme ça. Pourquoi utiliser ton truc là, la roue? Non, ça ne nous intéresse pas. Les gars, allez-y. Non mais vraiment, moi je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, j'en avais déjà parlé dans un de mes éditos de newsletter il y a quelques semaines. L'arbitrage ne s'exprime jamais. Ouais. Andreas Fischer, il dit ah non non, le chef des arbitres, ah non non, moi je ne veux pas communiquer, commenter les décisions, je veux pas jeter sous le bus les arbitres s'ils font des erreurs. Mais vas-y, y a pas de... ils ont le droit de faire des erreurs déjà les arbitres, c'est pas interdit. La NBA, ils ont leur report des 2 dernières minutes. S'il y a une erreur flagrante dans les 2 dernières minutes, il y a un communiqué qui dit à 1 minute 15 de la fin du match, il y a eu telle action a été sifflée comme ci comme ça aurait dû être l'inverse. Nos arbitres se sont trompés, c'est pas grave. Non. Admets que t'as fait une erreur, admets que t'es humain. Et là, t'as l'impression que c'est une sorte d'éminence grise qui ne s'exprime pas, qui prend ses décisions, qui fait des erreurs et qui... Je sais pas, moi je trouve ça un peu dommage aussi finalement de pas rendre humaine cette fonction au-delà de cette action précise de Barofner. Mais là, Fischer, il doit venir et dire, bah voilà, nos gars ils se sont plantés, effectivement, ils devaient aller à la vidéo. Est-ce que c'est grave? C'est dommage. C'est de la communication. Bah, il me semble, ouais. Exactement, t'as raison, c'est juste un fait de dire, il n'y a pas de problème, tu t'es trompé, viens l'avouer. Viens dire, c'est vrai, on s'est gouré. D'ailleurs, bah, on a posté l'article que tu as fait ce matin, Fribourg doit-il se sentir lésé? Il y a pas mal de réactions à cet article. Je trouve que c'est intéressant de vous, parce que vous lisez pas forcément, tout est public, hein, mais vous lisez pas forcément notre fil Facebook, et c'est bien normal. Mais une réaction qui est assez intéressante, c'est celle d'Alain Miéville. Pas besoin de le présenter, je crois que tout le monde le connaît. Tous les auditeurs de Colfax savent de qui on parle. C'est un remake de la charge de Salis sur son papa, donc Slava Bikov. Même place, même équipe. Désolé, mais c'est scandaleux, les arbitres sur cette action. Heureusement que Andrei n'a rien. C'est quelqu'un qui, lui aussi, il a joué à peu près pour
tous les clubs en Romandie, il y a peu de choses près, donc on peut pas dire ah oui, il est pro, machin. Non, il est juste, c'est juste un ancien joueur qui connaît le jeu, qui voit ça puis qui se dit que ça va pas. Une autre réaction de Yannick Iluhertz qui nous dit « Cette charge est scandaleuse et heureusement que Bikov se relève. Ça aurait pu être très grave pour lui et justement, est-ce que le fait qu'il ne reste pas allongé par terre influence ses décisions arbitrales ?» Moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément. S'il reste au sol, les arbitres auraient été regarder les images. Du coup, ça force aux simulations. Incohérence, pour l'interrogation. J'aime beaucoup cette réflexion de sa part. Absolument, complètement d'accord. Et c'est dommage parce qu'on dit toujours qu'on ne doit pas sanctionner les conséquences des gestes. Donc ouais, exactement ça. S'il part sur civière avec une minerve, alors quoi, on lapide Barofner sur la place publique, puis là, on lui dit non, prends 2 minutes, mais tu reviens juste après parce que Bikov s'est relevé et a joué. Ouais, c'est vraiment désagréable. Puis je pense qu'il a assez raison. Parce que s'il y avait eu une blessure plus grave, c'est évident qu'il serait allé à la vidéo. Oui. Et ça doit pas être comme ça. Tu dois juste juger la faute en elle-même pour ce qu'elle est et pas pour ses conséquences. Et ce que j'aime bien sur les simulations aussi, c'est un fait de dire, je le mentionnais avant, on commence à en avoir 5 ou 6 par semaine. T'exagères un poil, mais il y en a quelques-unes. Ouais, mais même, parce qu'il y a aussi en Swiss League, on reçoit souvent ces communiqués de la Ligue pour dire « Ah, machin était pincé pour simulation ». Et finalement, c'est pour ça que je disais aussi, si tu vas voir cette scène à la vidéo, pour voir si Bikov n'exagère pas. Bien entendu que c'est pas le cas, mais toi, en tant qu'arbitre qui doit analyser la situation, tu dois prendre en compte finalement les deux facettes de la pièce. Tu dois pas simplement te dire de base, ouh là là là, cette charge de Barofner. À la base, c'est ce qu'on peut se dire. Mais après, tu dois quand même regarder s'il y a exagération de celui qui a pris le contact et tout. Tu vois rapidement que c'est pas le cas. Donc, tu peux évacuer cette possibilité. Mais au moins, voilà, tu as été voir ça. Et je comprends, après, forcément, je pense que Christian Dubé a été assez encore calme pour dire dans l'ensemble. Parce que là, il aurait eu le droit de péter les plombs. Parce qu'on protège pas son joueur. Et je dis en tant que... Alors, il y a en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que directeur sportif, pour le coup. Et là, lui, en tant que directeur sportif, les séances de la Ligue, est-ce qu'il n'y aura peut-être pas moyen de dire quelque chose ? Maintenant, c'est un peu embêtant parce que les outils ont été donnés. Tu veux faire quoi de plus ? À part prendre la bonne décision, aller juste voir la vidéo et puis punir ce joueur. Comment est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a protégé les joueurs là ? Moi, je crois pas. C'est ce qui m'embête le plus aussi, d'ailleurs. C'est qu'on ne protège pas les joueurs. Et nous, c'est ce qu'on a envie de voir. C'est ces joueurs qui ne vont pas finir en chaise. On a eu un cas grave, finalement, d'Axel Anderson avec la chaux de fond. Ouais. Qui risque de ne pas rejouer avant un bon moment. Il a fini sa saison. Voilà. Touché aux vertèbres, c'est juste. Ouais, aux vertèbres. Donc, il était aux chuves. Et c'est assez grave, quoi. Pour une charge, pour le coup, je dirais presque moins dangereuse que celle de Barofner. J'ai un peu l'impression, je ne veux pas commencer à juger l'un et l'autre, mais tandis que là, la canne à hauteur des épaules de Bikov, vraiment face à l'horizontale, il n'y a pas de bénéfice du doute dans cette charge-là, en fait. On ne peut pas lui trouver des excuses, j'ai l'impression. Non, vraiment, vraiment pas. Il n'y a aucun bénéfice du doute. Déjà, passer Barofner, j'y reviens, je sais, mais c'est Barofner, il n'a pas le bénéfice du doute. De toute façon, il est en sursis permanent, ce joueur, et il devrait être aussi, finalement... Je pense que c'est pas correct. Hein. Tous les joueurs devraient être jugés de la même manière, on est bien d'accord. Mais au bout d'un moment... Moi, je pense que tu dois aussi être responsable de tes actes et tu dois être responsable de ton passé. Je pense que tous les attaquants ne sont pas défendus de la même manière par les défenseurs. Je pense que quand c'est Roman Červenka qui attaque ou Fabio Arnold qui attaque, le défenseur il réfléchit un peu différemment. Finalement, je pense que les joueurs doivent être arbitrés aussi un petit peu différemment, pas dans la manière d'être sifflés, dans la manière d'être gardés à l'œil, d'être tenus à l'œil. Et j'espère que c'est le cas. Et là, j'arrive vraiment, ça me dépasse cette scène. Mais bref, on a eu un gros match. J'allais dire, on va passer au sportif. Gros match entre Fribourg et Zurich. Zurich a gagné 2-0, le deuxième but dans la cage vide, comme ça fait pas très sexy. Mais qu'est-ce que c'était un bon match, ça jouait bien, ça jouait juste. Fribourg a bien embêté Zurich, une équipe de Zurich qui sortait d'un très gros match contre Zug dimanche soir, victoire à Zug 6-4. Défensivement, Fribourg a été très bon. Offensivement, Fribourg a été beaucoup moins bon. C'est créé beaucoup d'actions, mais la concrétisation a été beaucoup moins bon. Mais c'était vraiment du très beau hockey. C'est aussi ça qui rend presque encore plus frustrant cette scène de Barofner où tu dis ça a gâché finalement un excellent match où on a parlé, attends, je regarde, on a parlé 13 minutes de
d'une action qui était marginale alors que le match était excellent. C'est dommage. Oui, mais elle cristallise d'autres soucis, cette action qui Absolument. nous permet de parler d'un thème plus global. Tu disais Fribourg, c'est 3,5 expected goal sur ce match. C'est 80% de chance de gagner finalement ce match. Et au final, tu repars avec 0 point. Et là, la frustration, tu mentionnais Roubec, il y a un save qui fait sur un... Alors, peut-être le but aurait été annulé d'un patin de Desharnais, mais quand on voit depuis en haut, il se contorsionne pour aller chercher ce puck. C'est assez fou. Je pense effectivement que le but aurait été annulé. Mais Roubec était non seulement très bon, et en plus, il a été aidé un peu par ses poteaux. Il y en a 2, je pense, de Fribourg. Mais voilà. Et le problème, c'est que le but de Zurich face à un gardien, disons pas dans la cage vide, c'est une petite erreur de Connor Hughes. On commence à être un peu gourmand avec ce gardien qui est vraiment ultra solide soir après soir. Là, il a le droit de l'arrêter, ce tir de l'Amico. Il a vraiment le droit. Mais ils ont aussi le droit d'en marquer un ou deux derrière. Moi, Bien c'est sûr. juste ça. Parce que Complètement d'accord. c'est une scène qui va faire que les gens vont dire « Ouais, mec, Berra !» Parce que forcément, c'est comme ça. À Fribourg, on sait que Connor Hughes va toujours être jugé vis-à-vis des performances de Reto Berra. C'est Mais ça, je l'entends normal. pas ces temps. Hein. Non, alors, mais tu pourrais retrouver. Suffit que justement, t'en laisses passer un et que ça débouche sur une défaite. Or, tu peux pas te dire ça. Ok, il se prend un but qui est évitable, mais il en prend un seul. Donc là, les attaquants auraient dû aller chercher quelque chose. J'ai vu que Motet avait fait un match solide. Il manque, en tout cas au niveau de ses stats. Alors, je sais pas si il a des très bonnes stats. Alors au niveau des stats avancées. Ouais. Alors, t'as vu le match? Ouais, mais j'étais sur du double voire triple écran. Donc ouais, alors moi j'étais sur ce match-là. Il s'est créé des occasions, je suis d'accord, mais en powerplay, je l'ai trouvé brouillon, il ralentissait le jeu. Alors ça, c'est peut-être un peu le problème Ouais, d'un joueur dont on a l'habitude de le voir briller sur le powerplay. C'est ce que tu faisais avec la chronique de Doug Boulanger pour parler justement du powerplay de Fribourg et des habitudes des fois qu'ont certains joueurs, et puis on a l'impression que Motet là, il est de l'autre côté sur le powerplay. Putain, il a été enlevé du premier powerplay, ce qui est quand même pas un hasard, j'ai l'impression. Il a été mis sur le second. Il joue de l'autre côté. C'est Sorensen qui a pris sa place dans le premier, dans son rond fétiche, on va dire. Et non, en ce moment, moi je le trouve frustré. Motet, à chaque fois qu'il revient au banc, il peste, il tape sa canne, ce qui prouve qu'il est pas content de lui, et c'est bien. Hein, mais non, là, 10 derniers matchs, il a un but. C'était à Lausanne, l'autre soir. Ces temps, je trouve que lui, c'est vraiment compliqué. Alors, honnêtement, je pense qu'il y a un problème avec Kylian Motet actuellement. Et ce match contre Zurich m'a pas fait me dire qu'il y avait plus de problème et que c'était en train de se résoudre. En plus, c'est quelqu'un qui fonctionne forcément à la confiance. Bien sûr. Dans un rôle de buteur comme ça. Et avec autant de... Il a quoi, 2 saisons en tout cas, ou peut-être même 3 saisons où il est vraiment super, ce qui lui permet d'aller avec l'équipe de Suisse et tout. Donc, mais là, il repart sur des standards, on va dire une trentaine de points des saisons 17, 18, 18, 19, 19, 20. Mais là, le problème, c'est que les 2 dernières saisons, il a franchi un palier où il flirtait avec les 20 buts, il a fait une fois 23 buts, une fois 18 buts, plus de 40 points. Comme tu dis, il a pu aller aux Jeux Olympiques. Maintenant, il doit être jugé. Il doit plus être jugé comme le joueur suisse dont tu es content s'il met une trentaine de points. Ou entre 25 et 30 points, tu dis « Ah, c'est une jolie saison ». Ben non, il a prouvé sur 2 saisons consécutives qu'il était capable de faire plus, qu'il était un international, qu'il était un joueur de Jeux Olympiques de l'équipe de Suisse. Ben, si Hoffman fait ça, tu te dis « Ouais, Hoffman, entre 25 et 30 points cette saison ». Saison ratée, clair. Voilà. Bah ouais, Motet, il doit pas être jugé comme Hoffman. Je dis pas que c'est le même joueur, on est bien d'accord. Mais par contre, il doit être jugé un poil plus durement, un poil plus... Enfin, les attentes autour de ce joueur doivent être un peu plus hautes, je trouve. Et en ce moment, il se crée beaucoup d'occasions, tu as raison. Par contre, il cadre rien, quoi. Ouais. En ce moment, ça doit être vraiment frustrant pour lui. Et comme tu dis, par contre, très justement, c'est aussi un joueur qui est très streaky, on va dire. Et on le sent. Ça peut aller très vite dans l'autre sens, on est bien d'accord. Je pense que les émotions qu'on voit
le côté peste qu'il a dans les matchs pour aller chercher, pour aller sous la peau de l'adversaire, pour aller les encrasser quand il faut. Il sait tellement bien le faire. Et quand il y avait encore Di Domenico, c'était vraiment parfait parce qu'il jouait ce rôle-là. C'était vraiment excellent. Puis là, en ce moment, ses émotions, il ne peut pas les transcrire en émotions positives de rage de vaincre comme ça parce que ça ne fonctionne pas en ce moment. Et pour lui, la frustration, elle doit être grande. Et elle est plus grande. Julien Sponger est un buteur, forcément. Kylian Mbappé est un buteur, mais j'ai l'impression que Sponger gère mieux ces phases-là. Et pas forcément parce qu'il a plus d'expérience, mais que ça se voit peut-être moins sur son visage que tu dis qu'il est frustré. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Mais non, là, on ressort avec un. Enfin, finalement, je me disais hier en regardant le match, le fait que Motet soit sorti du premier powerplay au profit de Sørensen, c'est intéressant de voir Sørensen aussi s'il est capable de franchir un palier en termes d'efficacité, parce que dans le jeu, il est toujours aussi solide, il se crée beaucoup de choses, mais il faudra qu'il soit un peu plus réaliste, lui aussi, mais à l'image de tout Fribourg-Gotteron, finalement. Mais là, on se focalise beaucoup sur ce match contre Zurich, parce que c'était déjà un excellent match, mais on n'oublie pas qu'il y a 4 victoires avant. Ils sont sur 4 victoires consécutives, 4 victoires en 60 minutes. Donc, ce match contre Zurich, finalement, est dans la continuité de ce que fait Gotteron actuellement, si ce n'est qu'ils se sont inclinés à la fin, mais c'est du bon Gotteron qu'on est en train de voir, qui joue très bien derrière, parce qu'ils sont imperméables défensivement. Et au passage, prolongation de Ryan Gunderson d'une année. Ah, tu m'as soufflé le truc, je me suis dit, tiens, il me le relance bien. Là. Gunderson qui a prolongé d'une année, la défense de Gotteron est quasi complète. Gotteron complète. Il y a juste Chavaya qui est en fin de contrat et Seiler qui est aussi sans contrat, mais lui pourrait rester, je pense. Chavaya, je doute qu'il reste. Mais voilà, Fribourg va continuer avec ces cadres-là. Gunderson, il a joué tous les matchs, sauf erreur, depuis qu'il est là. Est-ce que... Donc juste pour dire, par rapport à son âge, il a 37 ans, il a une durabilité impressionnante, il joue 22 minutes par match. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Je pense qu'il a signé un peu moins cher que ce qu'il était avant, même si je ne connais pas son salaire. Et c'est juste dans mon esprit, si tu lui donnes une année de plus, et lui a une année de plus aussi, forcément, tu économises un petit peu. Tu parlais de Chavaya, je réfléchissais juste en me disant, ce joueur qui a encore de quoi donner en National League, est-ce que tu le verrais, par exemple, dans un club comme Ajoie ou bien comme Langnau? Je te voyais venir. Dès qu'il y a un joueur, tu le fous à Ajoie. Non, j'ai dit Ajoie ou Langnau, parce que je me suis dit justement s'il n'a pas envie d'aller en haut, puis que Langnau se dit... Je sais pas. Déjà, est-ce que lui a envie? Alors, peu importe, l'un ou l'autre. Hein. Mais cette saison, c'est difficile pour Chavaya. Hein. Je pense qu'il peut encore avoir un peu de... C'est pour ça que sinon je te dirais, est-ce qu'un Bien pourrait être intéressé, parce qu'ils peuvent relancer des joueurs, mais je me dis... Il aura 34 ans. Hein. Ouais. Du coup, ce côté expérimenté, c'est bon, à Bienne, ils ont suffisamment ça avec Schneeberger, avec Grossman. Forster va bien arrêter un jour, mais donc, donc ouais, c'est pour ça que je donnais des clubs un tout petit peu moins huppés. Ouais, je suis d'accord. Peut-être, hein, il va peut-être re-signer, parce que justement, un défenseur suisse, normalement, tu peux re-signer quelque part, mais parce que c'est quand même pas, il n'a pas oublié de jouer au hockey durant l'été, mais il est quand même sur la pente descendante. Il va avoir 34 ans. On dit quand même souvent que Ajoie, pour reprendre un de tes deux exemples, c'est quand même un club qui doit justement prendre des paris sur des jeunes pour les faire exploser. Ce qu'avait fait Rapperswil il y a quelques années, justement, et qui fait encore d'ailleurs, mais de donner sa chance à des jeunes. Et je pense pas que ce serait une bonne idée de signer un Benjamin Chavaya comme nouveau joueur. Dommage que Peter Svoboda est plus à Lausanne, parce qu'on se serait dit mais il est lausannois, on le fait venir lui aussi, comme ça on fait une équipe 100% lausannoise. Puis finalement, non. Mais non, lui, je pense pas qu'il va rester, à mon avis. Fribourg cherche encore un défenseur. Je me demande ce qui va en rester. Mais par contre, Gunderson, pour moi, c'est une bonne idée de le prolonger. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire. On enchaîne avec Ajoie. Ajoie qui rejoue dans pas longtemps, donc voilà. Il y a de l'actu. Faut qu'on plie Ajoie avant la fin de l'épisode, si on est mal. Qui joue ce soir contre mercredi, contre Zurich à Zurich, hein. Ouais.
Alors, Zurich a joué, on en a parlé contre Fribourg, donc il y a eu un gros match. Ajoie a joué contre Cloton. Ils se font un peu un trip zurichois, là. Ils ont perdu 2-1 après prolongation. Là aussi, mené 1-0. Tu te disais, est-ce que finalement, ça va peut-être pas tourné? Et puis, une erreur où tu laisses un gap trop important à un Miro Altonen. Il n'y a pas de miracle. Je trouve que le défenseur essaye de bloquer le puck en se couchant, mais j'ai pas l'impression qu'il le fait de manière idéale. Et puis ça part dedans, c'est 1-1. Et puis derrière, ben voilà, 17 secondes de prolongation. T'as Bakoche qui est sur Jonathan Hang. Puis ben, c'est une 2 chevaux contre une Formule 1. Puis ben, la Formule 1, forcément, elle gagne. Et passe à Eric Fay, puis c'est 2-1. Puis voilà, puis c'est de nouveau une défaite frustrante. Ouais. Il y a eu cette défaite frustrante contre Lausanne. Finalement, même si c'est presque plutôt un point de gagné quand tu t'es mené 5-3, que tu arrives à égaliser en sortant ton gardien. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Puis qu'il y a eu ce moment où Philippe Péchan sort son gardien de nouveau pour jouer à 4 contre 3. Est-ce que quand tu es à joie, que tu as besoin de points, c'est la bonne situation pour le faire? Je veux dire, si tu es Genève Servette qui a Dieu, puis que tu as 9 points d'avance, puis que on peut en mettre un 10e point d'avance, puis ça me permet un peu de tester quelque chose, puis d'être voilà, un peu offensif. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, je comprends moins. J'apprécie le geste, mais je le comprends un peu moins vu le contexte. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Ok. Pour plusieurs raisons. Ajoie, c'est l'équipe qui se crée le plus de expected goals par 60 minutes de powerplay depuis le début de saison. Ils ont un bon powerplay. Donc, à 4 contre 3, tu as tellement d'espace sur la glace qu'en théorie, même si l'adversaire récupère le puck dans un coin ou autre, ça va être compliqué. Si tu es 4, normalement, tu dois pouvoir les contenir, je pense. Ouais. Et tu as un bon powerplay. L'adversaire, il va juste faire un dégagement à la désespérée, j'ai l'impression, s'il chope le puck. Et selon moi, tu as plus de 50% de chances de marquer à 5 contre 4, à 4 contre 3 en powerplay durant la prolongation. Est-ce que Ajoa a plus de 50% de chances de gagner une séance de tir au but, sachant que les 2 premières séances de la saison, ils les ont les 2 perdues, quasi pas un but marqué? Moi, je suis pas sûr. Donc là, tu joues les statistiques. Je pense qu'à long terme, c'est une bonne décision de sortir son gardien à ce moment-là. C'est une bonne décision. Par contre, le problème, c'est qu'à court terme, ça paraît comme être une mauvaise décision. Si tu fais 100 fois le coup, je pense que tu es gagnant sur 100 essais. 100 essais. 100 essais, ouais. Le problème, c'est qu'il n'en aura pas 100 pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise... si tu fais ton pile ou face, sur 10 000 coups, tu auras plus ou moins 5 000 de pile et de face. Par contre, sur 2 coups, tu peux avoir 2 fois face. Oui. Et on dira, ah, c'est toujours face, quoi. Ben non, en fait. Mais laisse un peu de temps, puis t'inquiète pas, on va y arriver aux 5 000. Je suis d'accord avec ça, hein, mais moi je trouve que c'est juste une question de contexte. Tu marques en sortant ton gardien en fin de match, le momentum est favorable. Ouais. Et finalement, moi j'aurais bien aimé faire ce passage de cet épisode au moment où il est en train de le faire. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là précisément, sans savoir ce qui se passe? Ouais. Est-ce que vraiment on dit ouais, mais quand même, si t'es à joie, si et ça, ou est-ce qu'on dit pas mal, ils viennent de le faire avec un homme de plus sur la glace contre Lausanne, ils sont revenus de derrière, ils ont le vent dans le dos, ils jouent à la maison, ils doivent créer quelque chose, je sais pas. Et j'aimerais bien faire ce débat sans savoir le résultat. Ouais. Le problème, c'est qu'on peut pas. Alors l'audace, moi je la saluerais toujours, hein. Ça c'est pas un problème d'audace, c'est juste vraiment le contexte, le fait de se dire ouais, mais on a déjà 10 points de retard sur tu me diras ouais, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Mais je me dis ouais, je comprends complètement ton argument, il est imparable des statistiques. Je peux pas dire non, c'est faux. Donc, mais c'est plus une question de ressenti, tu sais. Ouais, mais je te comprends, t'es sur 6 défaites consécutives, tu veux provoquer quelque chose. Voilà, ouais, c'est un petit peu ça. Bah, tu dis le nombre de défaites, la dernière victoire d'Ajoie, c'est le 28 octobre contre Ambry. Et sur les 20 derniers matchs, c'est 2 victoires. Ouais. Donc là, ça devient vraiment compliqué. Au bout d'un moment... mais alors,
je pense que les gens à ce micro peuvent en témoigner. Au mois d'octobre, on a dû dire faudra voir au mois de novembre, parce que c'est le moment où c'est le plus compliqué. Et ce mois de novembre pour Ajoie est quand même compliqué. Il y a des points par-ci par-là, avec des défaites en prolongation, des défaites au penalty, mais c'est des défaites. Le fait est que tu sors de la glace en sachant que tu as perdu. Quand même si le public est là, même si les gens te soutiennent, même si on se dit « Ah, mais c'est que vous êtes bien battus », au final, ça reste des défaites. Et c'est... Sur le moral, je pense que c'est plus compliqué. Finalement, tout le moral oublie que tu as fait un point. Cette espèce de point de l'honneur. Finalement, tu te dis, ouais, très bien. Oui, il y a des bonnes choses à garder, bien évidemment, mais on aimerait un peu de temps en temps rentrer à la maison avec le sourire, de dire, ouais, ce soir, chérie, où on a gagné, quoi. C'est un peu... Ouais, 3300 spectateurs, tu dis le public est là, mais c'est 4000 la moyenne. Bon, c'est un mardi soir contre Cloton. C'est pas l'affiche la plus sexy, Non, mais c'est aussi un match que potentiellement que tu dois pouvoir gagner et que tu as envie d'aller voir peut-être une victoire de. Donc, mais t'as raison, hein. J'ai vu ces 3300, j'ai fait. Ouais. D'ailleurs, j'étais très surpris en parlant de spectateurs qu'à Fribourg soit pas salle comble finalement. Il y a eu 1800. Mais... Bah, je te laisse réfléchir où sont les. Le secteur visiteur. Bah ouais. C'est malheureux, mais il y avait 200 places. C'est ce qu'il nous disait le responsable vente qu'on a engueulé dans les couloirs hier en disant dis donc, tu n'es pas capable de nous remplir tout le pays. Il a dit bah non, c'est dans les secteurs visiteurs. Faites comme vous voulez, mais si des Zurichois viennent, on remplit. S'ils viennent pas, on remplira pas. Hein. Donc c'est d'une logique à part. Avis aux gens qui veulent des billets à certains matchs de Fribourg-Gotteron et qui n'en trouvent pas parce que c'est complet à plein d'endroits, ben prenez des secteurs visiteurs. Alors il faut juste faire un peu discret de temps en temps. Encore quelque chose à ajouter sur Ajoie. Au niveau des étrangers, on a vu un Brennan qui est toujours aussi en feu, on va dire, notamment contre Lausanne avec 2 goals. Sur le powerplay, vraiment très intéressant. J'avoue que là, alors, c'est vraiment une bonne pioche de Julien Vauclair. Et puis, Jonathan Hazon, j'ai l'impression que si on devait mettre en avant... Alors, peut-être que Fred Gauthier est aussi très utile à cette équipe et on ne va pas le sortir. D'ailleurs, Bakoche a aussi prolongé jusqu'à la fin de la saison. Et c'est drôle parce que c'est ce qu'on se disait. On disait, mais finalement, il se plaît bien, il a l'air de bien s'intégrer au truc. Est-ce que Bakoche ne devrait pas rester jusqu'à la fin? Bon, voilà. Sous exaucé. Par contre, j'ai l'impression que De Vos, qu'on mettait pas sur un piédestal, mais à un moment, c'est vrai qu'il était meilleur compteur. Il était clairement. Et depuis ce moment-là, alors est-ce que c'est une Thibaut Frossard? Faut quand même pas exagérer, mais ça devient compliqué quand même aussi pour Phil Michael De Vos. Depuis un petit moment, il va toujours faire des points en powerplay de temps en temps, mais ça débouche pas forcément sur des victoires. Preuve en est. Non, bien sûr, mais c'est compliqué pour un petit peu tout le monde actuellement. Non, mais tu vois, Hazan, il arrive quand même à produire quelque chose. J'ai l'impression que... Et puis j'ai bien aimé son but. Il va dans le slot, il va devant le gardien. Il va aller gratter ce point-là, il va le chercher finalement. Et puis, il est rapide aussi. J'ai l'impression que pour De Vos, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Je t'ai coupé. Ouais, non, c'est tout bon. Non, voilà. Au moins, il nous donne des sujets en sortant son gardien en prolongation. Mais effectivement, là, il faut gentiment se poser des questions et s'inquiéter parce que là, le train, il est parti. Là, il y a 11 points de retard sur Lausanne. Et on va pas se mentir, c'est pas Lausanne que tu dois remonter, c'est Langnau. Alors, il y a aussi 11 points, tu me diras, ils ont un match de moins Langnau par contre. Et Ambry, évidemment. Ambry est à 9 points, mais ça les arrangerait pas. Parce que Cloton, ça a l'air compliqué maintenant. Cloton, ils font vraiment leurs points, quoi. Ils sont impressionnants. Puis dans cette lutte pour la queue de classement, ces 2 dernières semaines, j'ai l'impression que le train est vraiment parti sans Ajoie. Et puis c'est maintenant que ça pourrait devenir un petit peu pénible. Et c'est dommage parce que le début de saison était assez prometteur. On n'a jamais pensé qu'Ajoie allait terminer 10 dans les 10. Hein. Je pense qu'on n'a jamais... on les a tous classés 14e, je crois, à peu de choses près. Donc. Moi, je les voyais moins forts que Cloton. Aussi parce que Cloton avait des étrangers. Et après, en plus, tu as un Reinbacher qui surgit et qui devient vraiment très très bon. T'as un Hang on ne sait pas trop, on se dit comment il va s'habituer à la catégorie supérieure. Il s'habitue plutôt pas mal. Donc, ouais, c'est difficile. Et puis, on a quand même des Suisses qui marquent un peu plus de buts que les Suisses d'Ajoie parce que on stigmatise forcément les étrangers, mais on l'avait aussi dit, les 7 premiers compteurs, c'est-à-dire 7 étrangers, peu de choses près. Un Yann Derungs qu'on aimerait voir produire un peu, pour l'instant...
ça marche pas. Il est peut-être pas dans un contexte ultra favorable. Et pourtant, le powerplay d'Ajoie fonctionne pas si mal. Hein. Mais ça va plutôt être un powerplay avec des étrangers aussi. Ouais. Donc, les Suisses, les bonnes surprises suisses. J'avais envie de voir Gian Colère, c'est compliqué. J'avais envie de voir Yann Derungs. Pour l'instant, c'est quand même compliqué, on va pas se mentir. Garessu, j'avais envie de le voir, il est blessé. Il n'y a pas un jeune joueur qui arrive à sortir. Et c'est un peu ce qu'on disait, les paris que Ajoie doit tenter. Pour l'instant, les seuls paris qui marchent, c'est Brennan et Hazen, si on veut. Et on peut pas appeler ça des paris, j'ai l'impression. Non, je suis assez d'accord. Bah, pour aller dans ton sens, Ajoie, c'est 43 buts marqués par ses étrangers. C'est la troisième meilleure brigade étrangère, on va dire, de la Ligue derrière. Genève à 49 et Langnau à 46. Et tu te rends compte, à part ça, qu'à 6 goals de Genève, c'est quand même assez fort, hein, parce que Absolument. quand on sait ce que c'est que Genève, les étrangers. Justement, tu as un Brennan à 10 buts, Hazen à 9 buts, De Vos 7, Asselin Bakos 6, Leduc 3, Gauthier 2. Puis après, effectivement, les buteurs suisses, tu as 4 buts de Schmutz, Reto Schmutz, 4 buts de Boson, Kevin. Puis après, c'est 1, 2, 3 par-ci, mais ils ont une vingtaine de buts des joueurs suisses. Et les étrangers font le job, clairement. Mais c'est là aussi, finalement, c'est là que tu vois la différence entre les bonnes équipes et puis les équipes un peu plus bas de classement. C'est que les joueurs suisses font pas la différence à Ajoie. Et puis, oui, on peut stigmatiser, ça va dans les deux sens. Si Ajoie a surnagé en début de saison, c'est aussi parce que les étrangers ont surnagé. Puis quand les étrangers sont un petit peu en train de rentrer dans le rang, typiquement De Vos, comme tu l'as très bien dit avant, qui prend le relais? Puis on en est là. C'est qu'on ne sait pas qui prend le relais. Et puis finalement, c'est les limites du HC Ajoie. On passe à Lausanne. Lausanne qui nous fait le coup du... quand tu as raté le train au début de saison, c'est très train. Et ça me semble que c'était des voitures ou je sais pas quoi. Oui, des camions. Quand tu rates le train au début de saison, après, gagner un match et perdre un match, faire 1-1, ça t'amène nulle part. Puis Lausanne, ils en sont précisément là. Mais, par contre, on voit quand même, et on le disait, qu'on sentait que ça pouvait aller vers le mieux. Et quand on nous posait la question, est-ce que Lausanne peut remonter et aller en play-off, on avait dit plutôt oui, qu'on était assez optimiste. On n'était pas trop... On voyait une lueur d'espoir. Ça va mieux pour Lausanne. Mais il va falloir enchaîner un petit peu. Et pour l'instant, ils en sont absolument incapables. Ils gagnent à l'extérieur, ils perdent à la maison. Globalement, je schématise, mais c'est pas loin d'être ça. À la maison, c'est vraiment difficile. À l'extérieur, ils font de bons matchs en général. C'était à nouveau le cas du côté d'Ambry. Bon match. Ils vont la gagner. Enfin, ils vont le gagner, ce match. Après, parler d'un bon match, c'est peut-être aller gagner à Ambry, il paraît que c'est pas facile. C'était un peu du 50-50. Là, tu parlais des coin flips. Oui. On était légèrement en faveur de Lausanne. Ils ont bien su profiter des occasions, mais de nouveau, tu mènes 2-0. Et alors là, pour le coup, c'est un 2-0 que je vais qualifier de chanceux. Et cette chance qu'ils n'avaient pas, Lausanne était l'équipe qui, avant ces matchs, je pense que ça va toujours être le cas, tire le plus sur les poteaux. Je pense que tu seras assez d'accord avec moi, on peut accorder ça à une forme de malchance, c'est de la maladresse, mais il y a une petite part de malchance où le puck va pas tourner du bon côté. Il tape la barre, il tape le poteau. Là, ça tape le poteau, ça tape le dos de Juvonen et ça rentre dans le goal. Et ça, cette différence-là, ou bien l'arrêt de Juvonen, le puck tout d'un coup revient et Fuchs peut le pousser pour le 1-0. Ce genre de but-là, c'est ces buts importants, un peu poubelle ou un peu boleux, qui permettent d'aller chercher peut-être 3 points, justement. Mais tu mènes 2-0 et tu te fais remonter en 4 minutes à peu près à 2-2, et puis tu peux de nouveau avoir tes caleçons tout mouillés. Parce que tu te demandes ce qui peut se passer. Tu l'as dit, Ambry, pas forcément que... Oh là là, on sait que c'est pas facile à jouer, mais... Ambry avec le momentum, Ambry qui revient... avec un powerplay qui marche, Burgler qui marque et tout, puis Schlapik qui fait un super solo. Et Lausanne qui perd Pounenovs en milieu de partie. C'est Tobias Stefan qui doit venir. Tobias Stefan, quand il doit rentrer, c'est pas... La dernière fois, c'est pas bien passé. Il a un contrat à plein temps pour les neufs, ou il bosse à 50% à Lausanne et puis je sais pas, il a pas besoin de plus. 50% comme infirmier. Non, je sais pas, il bosse à 50%. Il a signé à 50%. Lui. C'est terrible à part ça. Franchement, au-delà de la blague, c'est terrible. Mais alors,
encore une fois, on l'avait prévenu que. Moi, je connaissais le cristal de Bohème, qui était assez célèbre, le cristal de Lettonie. J'avoue que je découvre. C'est assez incroyable. Alors, visiblement, il a été touché par un puck dans un endroit qui était pas bien protégé, mais ça a l'air d'aller de ce que 24 heures a dit par l'intermédiaire de Cristobal Huet. C'était plus de peur que de mal, visiblement. Bon, bah, tant mieux. Reste que quand même. C'est de nouveau un match où il sort en cours de. Ouais. Mais effectivement, si c'est pas un problème d'adducteur ou quelque chose comme ça, qui est un petit peu son adducteur d'Achille, on va dire, tant mieux. Mais tu parlais des poteaux avant, il y a 4 poteaux pour Ambry à 1 dans ce match-là. Donc c'est vrai que c'est une rencontre où ça a tourné dans le sens du Lausanne HC. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, voilà, tu te retrouves avec une défaite contre Fribourg samedi, une victoire en prolongation contre Ajoie, alors que tu devais gagner. Alors que tu dois gagner. Il y avait ce 1-0 contre Cloton où tu devais aussi quand même plutôt gagner. C'était des matchs, on les avait un peu entourés en disant si Lausanne veut revenir, ils peuvent faire X points. On sait que c'est pas aussi simple que ça, mais rajoutons, on laisse la défaite contre Fribourg parce qu'elle a le droit d'arriver. On rajoute 3 points contre Cloton et puis on rajoute 1 point contre Ajoie. C'est 4 points de plus. Le classement est assez serré. Lausanne est dans le top 10. Ah oui. Et donc, même 8. Ils sont à égalité avec Berne, avec ces 4 points supplémentaires. On en est là. C'est vraiment pour ça que il y a un match jeudi contre Bienne à domicile. Alors, j'y serai, oui. On y sera là. Ce match-là, il est important. Bienne qui a perdu 3-0 contre Davos, mais qui a vraiment eu ses chances. Je pense que Davos a été un Gilsen qui a bien fonctionné. Et il méritait mieux, bien, clair. Donc, ils ne vont pas arriver en étant une équipe qui est dans le dur, on va dire, et qui ne sait pas comment appréhender un match à l'extérieur. Agaïtan, c'est de retour. On en parlera après quand on parlera de Bienne. Mais là, Lausanne, ce match-là, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois. Ah, il est important celui-là, mais c'est le cas. Ils sont tous importants quand tu te foires en début de saison, en fait. Le match, il n'est pas important pour Bienne, parce que Bienne, ils ont 16 points de plus au classement. Ils peuvent se permettre de voir venir un peu puis de se dire, bon, ma foi, on a un match jeudi à Lausanne. Si on le gagne ou si on le perd, ça ne va pas nous changer complètement la vie. En tout cas, à très court terme. Pas d'urgence, effectivement. Là, tu te retrouves dans une situation où tu es tout le temps sous pression. Alors bon, d'aller gagner à Ambry, ça te donne une petite marge. Mais voilà, on disait quand on parlait de est-ce que Lausanne peut remonter en play-off, oui, monter dans le top 10, évidemment, mais il faut passer les équipes. Langnau est juste devant, mais Langnau, ils ont fait un bon match contre Berne mardi soir, ils ont gagné le derby. Cloton gagne ses matchs actuellement, puis devant c'est Lugano, Berne, il y a Zug qui est 7e. Lugano est aussi en train de bien revenir, ils ont été battus Zug 4-1. Exactement, donc tu dois remonter sur Lugano, Berne, Zug actuellement. Alors oui, ils sont pas très très loin. Mais remonter 6 points sur Zug, moi je vois pas trop le truc, surtout que Zug a 2 matchs de moins. Et Lausanne a déjà joué 26 matchs. C'est marrant, les 3 derniers au classement sont les 3 équipes qui ont le plus de matchs. C'est Lausanne, Ambry. Moitié de championnat à 26. C'est ça. Donc il y a du mieux. Je pense qu'il y a du positif. Défensivement, ça reste encore un tout petit peu tremblotant parfois, j'ai l'impression. J'allais dire c'est des fragiles. Ça y a un côté Lausanne, c'est des fragiles. C'est ces 2 buts d'avance qui se transforment en égalisation finalement. Ou le moindre petit grain, c'est même pas un grain de sable, c'est une poussière, les fait dévier de la bonne trajectoire finalement. Mais c'est un peu normal quand on connaît le contexte lausannois depuis ce début de saison. Ils sont en position où ils peuvent pas. Tout doit tourner dans leur sens pour que ça marche finalement. C'est un peu cette impression que ça donne. Ouais, absolument. Et que là, ça a tourné parce que Kovacs a marqué un très joli but en lucarne en powerplay. Donc, est-ce que le powerplay va un peu mieux marcher et donc te libérer des fois? Ça peut être quelque chose, mais il y a quand même aussi un problème à Lausanne. J'ai l'impression que là non plus, c'est pas un lièvre que je soulève et qu'on soulève parce que j'ai beaucoup de raisons de penser que tu seras d'accord avec moi sur les performances de Daniel Audette. C'est compliqué dans le sens où, avec un passeport suisse, on dirait ce serait bien qu'il marque un peu plus de points. Avec un passeport étranger, avec une licence étrangère, malheureusement, vu la situation en plus, on a envie qu'il endosse ce rôle de leader et j'ai l'impression qu'il ne l'endosse pas.
Non, non, je suis assez d'accord avec toi. 25 matchs, 4 buts, 12 points. Un demi-point par match, c'est de loin pas suffisant. C'est pas du tout ce qu'on peut attendre d'un attaquant étranger. Surtout avec ce rôle-là, finalement. Parce que si tu es un attaquant étranger, Salomaki, il a le plus de points par match d'ailleurs que Daniel Odette, mais on savait qu'il serait pas là pour ça. Il amène d'autres choses. On peut se poser la question sur cet engagement. On se l'est posé à plusieurs reprises. Mais contrairement au moment où il est annoncé, où on comprend pas, après l'avoir vu jouer une dizaine de matchs, Oui. moi, en tout cas de mes propres yeux, ou à la télé, sur ces 17, je vois ce qu'il peut apporter. Ça ne veut pas dire que je comprends qu'il prenne une licence étrangère, ça je comprends toujours pas, mais je vois l'intérêt de ce joueur. Ouais, complètement. Par contre, c'est pas le même intérêt enfin, je vois pas le même truc chez Daniel Odette actuellement. Centre étranger, on va dire, d'un des deux premiers trios, quand tu joues dans le championnat de Suisse, les attentes, et c'est pas parce que tu as un passeport, c'est juste que tu es centre d'un des deux premiers trios d'une équipe top Potentiel 8. top 6, top 8. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 16 bons hommes, on va dire, dans ces équipes-là. Et puis on prend les deux premiers centres des 7 autres équipes qu'on imagine, mais on peut même élargir à 10, hein, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr. C'est du solide, hein. C'est vraiment très très bon en Suisse. Et donc, les attentes, elles sont en rapport avec ta position aussi. Absolument d'accord. Donc ouais, ça c'est un des problèmes du Lausanne HC actuellement. Et que faire? Parce qu'ils ont plusieurs étrangers, ils ont de la marge. Ouais, mais c'est un centre. Mais c'est ça. Et je serais pas surpris qu'on puisse tester une fois Salomaki au centre. Ouais. Je serais pas surpris que ça se tente une fois parce que certains observateurs en parlent et il sait le faire, il peut jouer centre et finalement si tu as un Odette qui joue centre mais qui ne produit pas, alors autant jouer un centre qui est physique, qui peut peut-être t'amener d'autres choses qu'un Daniel Odette, parce que là il joue avec Kenins et Boson. Kenins... mais non, mais... Enfin, faut pas me lancer sur ce sujet. Me lancez pas. Ouais. Non, c'est... 23 matchs, 3 points. Ouais, mais même au-delà de ça, c'est vraiment l'attitude qui est désastreuse, le nombre de pénalités. Il y a un moment, enfin, t'as envie de lui dire, hé gros, tu veux jouer au hockey ou tu veux juste venir monter sur la glace puis faire des tours. Enfin, va faire du patinage libre si c'est pour faire ça. Parce que... Il y a la patinoire extérieure aussi. Mais oui, exactement, où tu vas à la coulis, là, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre. Ouais. C'est sympa, c'est un peu... Je suis plus critique envers lui qu'envers Allemande, simplement aussi... Alors, Allemande, les pénalités stupides, il est frère d'armes avec Kenins, mais je trouve qu'il peut peut-être amener un petit quelque chose en plus, puis je pense que son contrat est aussi un peu moins, une sorte de licorne. Là, vraiment, ouais. Et ce qui me surprend finalement, c'est qu'on peut se dire de la part de Foust, ok, c'était Svoboda qui lui disait fais-le jouer, il me coûte assez cher machin, fais-le jouer, c'est mon copain, fais-le jouer. Ok, très bien. Bah là, on a Geoff Ward qui est nouveau. Qui partait avec une page blanche. Page blanche, exactement. Pas non, il continue à le faire jouer. Bon, bah alors il doit voir quelque chose qu'on voit pas. Mais ce qui m'hallucine, c'est qu'on a quand même des amis, des connaissances, on lit des choses, des supporters. Bah, s'il y a un fan de Ronald Skenins du côté de Lausanne, bah, c'est Geoff Ward alors en ce moment. Parce que j'ai pas l'impression de voir quelque chose de positif, de lire, d'entendre quelque chose de positif à son égard. Juste parce que je vois ce qu'il produit sur la glace. Absolument, aussi. c'est marrant parce que son premier match contre Lugano de Kenins, je me souviens plus des circonstances, mais il a joué que 8 minutes. Là, tu dis, ah voilà, ok, là, il y a eu un brassage des cartes, il nous l'a mis en fond de cale, le Kenins. Et après, c'est reparti, 15, 12, 13, 15, 11, 16 minutes à Ambry. Et ouais, moi, je me dis que son contrat jusqu'en 2026, on rappelle 2026, son contrat, on s'est gossé quand il a été signé. Puis finalement, il faisait quand même ses trucs. Il a une saison à 35 points quand même. Oui. En 2021. 20 points l'année passée. Ok, ça va. C'est pas un désastre au-delà d'un point de vue purement comptable. Complètement, ouais. Mais là, ça devient pénible. Et Lausanne, alors j'étais surpris de voir parce qu'il y a un média autrichien qui annonçait que Raffel avait fait une rechute et qu'il serait out pendant plusieurs semaines. Puis, bah non, visiblement, les journaux de la place ont dit que Raffel était pas loin d'un retour au jeu.
De même que Glauser aussi, qu'on imaginait peut-être plus proche de la pause de l'équipe nationale. C'est Mais... ce qui va arriver, moi je crois. Ok, Je reste avec ce que, ouais, ouais. Ce que moi j'avais écrit. Mais c'est ce que j'ai lu, comme quoi il était tout proche d'un retour finalement. Je crois qu'il a patiné lundi. Bah, alors, il y a une news comme quoi il pouvait peut-être être habillé dans un futur très proche. Donc, Okay. Je me réjouis de voir. Alors moi j'en reste à ce qu'on m'avait dit. Mais je te fais entièrement confiance. Tu t'es rarement planté, il me semble. Hein. Après, il peut revenir plus vite. Alors, surtout sur une blessure, c'est pas comme un transfert. Hein, je veux dire, il y a quand même ça peut vraiment. Le corps a ses raisons. Moi, en tout cas, je m'attendais pas à ce qu'il soit sur la glace mardi à Ambry, il l'était pas, et je m'attends toujours pas à ce qu'il soit sur la glace contre Bienne. Mais alors, comme tu dis, on peut clairement se faire surprendre par la rapidité d'un retour. Après, est-ce que vraiment il faut rusher si tu as un petit doute? Je pense pas. Après, s'il joue demain. Je me suis demandé si Raphaël avait pas été rushé justement, qu'il avait fait une rechute. Parce qu'on se rappelle, il était blessé pendant quand même quoi, à peu près 6 semaines. Il est revenu et puis il est reparti à l'infirmerie. Donc... Ouais, là, la situation de Raphaël, elle est plus surprenante parce que justement, moi, on me dit quand même qu'il est sur la glace et qu'il s'entraîne. Puis le média autrichien. Et moi, j'ai tendance à me dire, le média autrichien, il sort pas ça, il sort pas ça de nulle part. S'il l'écrit, c'est qu'il y a bien eu quelque chose. C'est comme si il y a une info qui sort dans 24 heures, ou à l'époque où Gaëtan Haas était en Amérique du Nord, dans le journal du Jura, tu as une info sur Gaëtan Haas. Tu dis, ouais, ils doivent quand même avoir un petit quelque chose pour l'écrire. Donc moi, ça me surprend un petit peu, mais laissons-nous surprendre. Et espérons surtout pour Lausanne, on va finir là-dessus aussi, que Ken Yeager, on parlait des centres, l'importance qu'il avait pris cette saison, qu'il a pris cette saison, il est vraiment utile à cette équipe et ça fera du bien quand il sera de retour. Justement, si tu en as marre de ton Daniel Odette puis que tu te dis tiens, j'aimerais bien un centre pour pouvoir me passer de Daniel Odette, ça devrait pas, hein, mais dans l'absolu, s'il n'est pas convaincant, voilà. Puis est-ce qu'à terme, tu dois pas prendre un deuxième défenseur étranger aussi? Rappelons on rappelle pas d'ailleurs, disons que Dario Sidler va partir un bout de temps pour le mondial M20, vu qu'il a été sélectionné. La sélection de Marco Bayer est sortie ce matin. Il n'y a pas vraiment de surprise, hein, parce que Dario Sidler est un joueur logique de cette équipe M20. Il y aurait une place en défense. Est-ce que ça peut être l'occasion de? J'en sais rien, mais en tout cas, le retour de Jäger, le potentiel retour de Glauser dans pas trop longtemps. Si Raffel peut jouer, on me dit qu'il n'y a pas de nouvelles pour l'instant, ça va aussi amener un peu de concurrence et donc forcément rendre Lausanne meilleur. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Les clowns sont de retour pour la partie pronostic. Non, bon, voilà, ma foi, ça arrive, mais c'est vrai que Lausanne qui mène 5-3, je pense qu'il y a 2-3 auditeurs si vous aviez parié sur Lausanne, qui ont dû se dire c'est bien, au moins, les gars de Colfax, ils ne se sont pas trompés. Puis après, il y a TJ Brennan qui a décidé de venir enlever le pain de la bouche, si je puis dire. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, pour le coup, on est faux. Parce qu'il aurait fallu parier match nul. Voilà. Ou alors, victoire de Lausanne, mais prolongation et tir au but, ce qui n'était pas le cas. Nous, on avait pronostiqué ça en 60 minutes. Exactement. On n'a pas de match vendredi. On a des matchs. Donc, jeudi, 3. Et puis, 5, samedi. On va parier sur les matchs de samedi. Sur quoi tu te sens d'attaque? Samedi, on a quelques matchs à disposition. On a un excellent Zurich-Berne, on a Langnau-Fribourg, Cloten-Davos, Bienne-Lugano et Ambry-Rapperswil. Il n'y a rien qui me saute complètement aux yeux. Dans l'absolu, je t'aurais dit peut-être Fribourg à Langnau. Ouais. Mais tu peux aussi t'amuser à dire il y aura moins de 2 buts dans Langnau-Fribourg, parce que Fribourg, c'est pas marqué, et puis Langnau défend bien. Ça peut être un match très défensif. Zurich à la maison, forcément, c'est solide, mais moi, je sais pas s'il y a une sorte de play historique, mais on peine à jouer contre Berne, non? Ouais, puis surtout Berne aura joué contre les Tigers jeudi. Donc il y aura eu ce Berne-Langnau de nouveau. On a l'impression qu'ils font que des Berne-Langnau. C'était Langnau-Berne mardi, Berne-Langnau jeudi, Zurich-Berne. On a vu Berne contre Genève, une très forte équipe qui se fait embêter par Tony Söderholm. Est-ce que Tony Söderholm, le nouveau coach, va pas nous faire un plan pour jouer contre Zurich à Zurich et nous piéger Richard Grunborg?
C'est pour ça Elle est que... difficile cette soirée de samedi, je trouve. Déjà, petit passage quand même. Félicitations à Willy Veuchtlin, Monsieur Calendrier, d'avoir pensé au vendredi 2 décembre avec ce Suisse-Serbie, de ne pas mettre de match le 2 décembre, mais de l'avancer au 1er décembre. C'est bien. Ouais. On peut être critique sur les calendriers. Pas critique, mais dire qu'il y a potentiel d'amélioration. Très bien vu. Bravo, Willy. Ah bah c'est surtout qu'en plus, c'est plus simple pour tous les clubs. Parce que je pense qu'il y aurait eu quelques défections. On aurait vu, alors, pour le coup, les vrais fans de hockey, on aurait pu... Tu sais, tu n'as pas besoin de faire une étude de marché. Tu dis, il y a Suisse-Serbie, match décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale à la Coupe du Monde. Bon, alors, 7000 spectateurs à Fribourg. Ok, donc en fait, on a 2000 gars qui viennent, pas un peu comme ça. Ok, très bien, merci. Voilà, tu n'as pas besoin de faire des grandes études de marché. Est-ce que Davos va gagner à Cloton pour se recentrer? Elle est vraiment pénible cette soirée. On va nouveau passer pour des ânes. Hein. Elle est pénible dans le sens où on a un Langnau qui est pas si mauvais à domicile, donc parier contre eux, c'est compliqué. Et s'il y avait peut-être un Zug qui, après 2 défaites à domicile contre Zurich et contre Lugano, tu peux peut-être t'attendre à les voir, mais ils jouent pas. Donc, je suis un peu ennuyé. Effectivement, je me dis bien Lugano. Après, il faudra voir ce que fait bien à Lausanne. Mais Lugano est pas mal. Lugano revient fort. Moi, ça pourrait vraiment être mon pari, Lugano. Je m'imagine partir là-dessus. Lugano peut marquer pas mal de buts aussi. Ça peut aussi être une option de jouer les buts dans bien Lugano. Mais en même temps, Satteri, quand il joue, il est blanchi, c'est temps. Donc, c'est aussi un problème. Ouais, là, on va vraiment devoir un peu cogiter. On risque quand même de sortir ça vendredi matin. Ou bien on attend samedi. On verra. On sort ça entre vendredi et samedi. Allez, moi, ça risque d'être Lugano. Ok. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On enchaîne avec Bienne. Parlons de Bienne d'ailleurs et de Hockey Manager. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire à la Monthly League en partenariat avec les HCBU. Ici, c'est Monthly League, comme l'a très subtilement titré quelqu'un qui est en face de moi à ce micro. Une bonne idée, j'aime beaucoup. Ça permettra aux premiers... Les 3 premiers donc, seront récompensés. Il y a 2 places pour un match. Il y a une écharpe, si je ne dis pas de bêtises. Signée par toute l'équipe. Et un maillot de Harry Satteri, Monsieur Blanchissage. 2 de suite cette semaine. On a quand même un champion olympique. Hein. À Ambry et à la maison contre Ajoie, 2-0, 4-0. Il y a aussi un blanchissage à Davos, mais c'était déjà pas pour Bienne. Et c'était pas Satteri devant le filet non plus. C'était Simon Ritz qui est allé à Davos. En général, les soirées barbecue, c'était pour Jonas Siller. Jonas Siller. Quand il y avait le match à Davos, il disait écoute, toi tu restes à la maison, ça va. Il y avait un Ambry. Je crois que tu avais sorti. Ouais, c'était soirée barbecue là. Je pense, parce que là, du coup, ils ont dit à Satteri aussi. Bon, bah écoute, en plus, il y a match jeudi soir. Donc, il y avait match mardi, jeudi, samedi. C'était assez logique que Simon Ritz en joue un. Et c'est vrai que si tu peux de temps en temps donner un soir off à ton gardien et lui dire écoute, tu restes à la maison. Ce sera encore mieux quand Von Pottelberger reviendra parce que là, ce sera vraiment 2 gardiens sans faire offense à Simon Ritz, bien évidemment, mais on peut partir du principe quand même que Von Pottelberger et Satteri, ça fait un sacré duo de gardiens pour Bienne. Finalement, tu l'as juste mentionné, il y a eu des victoires. On va dire que cette défaite à Davos, elle a le droit. Et franchement, ils auraient mérité mieux. Les expected goals de 3,2 est finalement arrivé avec 0 goal. Ouais. Quand même frustrant. Il y avait le retour de Gaëtan Haas, ce qui permettait de recomposer la ligne H2O, qui n'a pas été fantastique. Ça a plutôt été, si je ne dis pas de bêtises, il y a du Salinen qui a bien joué. Il manquait, Brunner aussi, je crois, était pas mal. Il manque Kinsley, en fait, sur la 3e ligne. Exactement. Tu peux reformer la ligne avec Haas au centre, puis tu dois décomposer ta Brunner, Kunti, Kinsley. Il n'y a jamais une ligne qui est complète. Mais Gilsen a fait un sacré match. Alors, il a fait un blanchissage. Et c'est pas aussi simple que ça de dire Gilsen a fait un super match, parce que on va dire que c'était un peu compliqué pour lui ces derniers temps. Et ces derniers temps, c'était presque ces derniers mois, années. Hein. Sandro Schliemann n'est pas devenu gardien numéro 1 parce que c'était par défaut. C'est vraiment que Sandro Schliemann jouait bien et que quand Gilsen jouait, c'était plus compliqué. Et là, il sort un bon match. Il y a eu vraiment des occasions. Bien s'est retrouvé plusieurs fois seul devant Gilsen.
C'est lui qui est sorti vainqueur de ces duels. Alors aussi peut-être parce que les attaquants biennois ont un peu plus raté, mais Rayala a tenté pas mal de trucs, Rayala a pas eu de bol. C'est pour ça que Bienne, à Lausanne, faudra pas forcément s'attendre à un Bienne. C'est pas parce qu'ils ont pas marqué que ça va être comme ça jeudi soir à Malais. Non, on peut dire qu'il y aurait une saine concurrence devant le filet davosien à l'avenir si Non, c'est douille. un petit peu meilleur. J'ai rien d'intelligent à dire, du coup je fais des blagues nulles. Non, pas du tout. Enfin, si, probablement. Mais non, on se retrouve avec un Bienne qui a mis fin à cette série négative parce que la saison biennoise, elle est quand même particulière. Hein. Ils nous enchaînent les séries de victoires et les séries de défaites. Ça, on l'a mentionné qu'ils étaient streaky. Alors, pas qu'un peu. Hein. Mais là, il y a eu ces 2 victoires consécutives, ces 2 blanchissages de Harry Sateri. La défense, c'était un peu ça la question, justement. C'est au moment de la série assez négative, c'était un peu le mot d'ordre à Bienne. C'était retour à un jeu un peu défensif, s'il vous plaît. On a peu de concepts offensifs et c'est un peu faites comme vous voulez. Par contre, si on peut éviter de faire comme on veut derrière et puis juste de jouer le système comme il faut, c'est pas perdu. Ils sont un petit peu revenus quand même, même s'ils en prennent 3 à Davos. Je pense que c'était pas un mauvais match défensif de ce que j'en ai vu. Je l'ai forcément un petit peu moins bien vu que les autres matchs parce que je passe un peu plus vite sur ceux où je suis pas. C'est assez malheureusement logique. On peut pas être partout. On fait au mieux pour être au plus d'endroits possible. Mais défensivement, ça tient quand même un petit peu mieux. Par contre, ouais, une vingtaine de shoots à Davos, c'est un petit peu poussif, on va dire. On est habitué à mieux de la part de ce HC Bienne. Tu parlais de la bonne défense de Bienne. Grossman fait un match solide. Il y a Delémont qui a un petit peu joué aussi. Il faut combler finalement l'absence de Noah Schneeberger. J'aurais pas forcément pensé dire ça il y a quelques mois. Non, mais parce que cette paire qui forme, je crois, avec Beat Forster, m'étonne, si tu veux, dans l'absolu. Je pars pas du principe en voyant les 2 profils que c'est ces 2 joueurs-là que je mettrais ensemble, mais la preuve est que ça marche bien, puis ils ont beaucoup d'expérience aussi. Donc là, il faut trouver un substitut à un Noah Schneeberger qui, quand il est bien dans son club, quand il est bien dans sa tête, est quand même typiquement un défenseur ultra solide, efficace, on va dire, en National League. C'est pas pour rien qu'il avait été sélectionné ou présélectionné avec l'équipe de Suisse aussi à une époque. C'est qu'il y avait quand même des qualités. Mm-hmm. J'ai l'impression que ces qualités-là, elles se voient quand il est bien, et à Bienne, t'es plutôt en confiance. Et il faut remplacer ça, et c'est pas tellement le jeu de Noah Delémont, c'est pas tellement le jeu de... C'est qui c'est Stemfli aussi. C'est pas trop comment dire, la même carrure ou la même fonction que ces défenseurs peuvent avoir pour remplacer un joueur comme ça. Mais par contre, en tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé de ce que j'en ai vu de ce match biennois à Davos, c'est un rythme. Quand Ouais. tu mets 2 équipes qui sont capables de jouer vite, comme les 2 équipes que sont Davos et Bienne. Un peu comme Fribourg-Zurich d'ailleurs. Ouais, c'était aussi un bon match de ce que j'en ai vu. Je l'ai forcément, comme je disais avant, un petit peu moins vu. Mais ça allait dans des 2 côtés de la patinoire et c'était assez chouette. Et je me réjouis de voir comment justement Bienne va venir se présenter à Lausanne jeudi soir. Mine de rien, ils sont pas si loin de Bienne, hein, de Genève. Ils sont 9 points de retard, certes, un match en moins, donc le match de jeudi peut les faire revenir. Et on avait un peu l'impression que Genève était parti pour faire cavalier seul jusqu'au bout, mais ça peut encore coller, et Bienne peut encore crocher Genève jusqu'à la fin de la saison. J'aurais dit crocher le bon wagon pour reprendre Ils sont dans le bon wagon, c'est monter dans la locomotive. Il y a clairement un gap, hein, mais Bienne est vraiment en contact et malgré ces séries de 4 victoires, de défaites, 4 victoires, au bout du compte, ils font leurs points vraiment tranquillement et c'est solide globalement ce HC Bienne. Et là, ils sont revenus un peu plus à leur principe défensif et moi, je suis assez confiant pour la suite les concernant. On finit ce passage. Par la locomotive, du coup. Par la locomotive, exactement. Ah tiens, juste avant de finir sur Genève, un mea culpa de notre part. La semaine dernière, quand on parlait des agents puis qu'on parlait des joueurs, on a mentionné le transfert de Julian Schmutz
Et puis, je sais plus qui t'a mentionné comme agent. Est-ce que c'était peut-être Martin Plus? Je me rappelle pas. En disant bien, tu avais précisé, Elite Prospect, attention à prendre avec quand même quelques pincettes, on n'est pas sûr. Et puis, on a eu un message de The Six pour nous dire, très gentil message de The Six pour nous dire, si jamais les gars, c'est juste pour votre info, il est chez nous avec pas le tweet, mais le post Instagram montrant signed Julian Schmutz de Langnau. Donc c'est juste pour dire, voilà, effectivement, on s'était trompé, mais tu avais bien précisé. Elite Prospect est bien. Très bien, voilà. et très précieux pour justement des fois quand on cherche des infos sur un joueur à l'étranger. Ah tiens, qui est l'agent de machin que je connais pas et qui pourrait peut-être potentiellement venir en Suisse, que j'appelle, dont je pourrais appeler l'agent. C'est assez précieux, mais ça arrive que de temps en temps l'agent que j'appelle me dise non, désolé, il est plus chez moi, il est plus chez nous, ou il a jamais été chez nous. Non, jamais, je pense que ça m'est jamais arrivé. Mais il est plus chez nous parce que les joueurs changent d'agent et puis ils font pas des communiqués de presse à chaque fois. En l'occurrence, ça m'était passé au-dessus de la tronche, je dois bien avouer. Mais Elite Prospect était toujours faux. Qui contacte Elite Prospect surtout pour dire dis donc les gars. Il est chez nous. Puis un agent qui est en ce moment en train de beaucoup bosser, c'est l'agent d'Henrik Tomernas, je pense. Parce que on revient à Genève. On disait qu'ils ont perdu. Genève qui a perdu 3-2 après prolongation contre Rapperswil. Commence à y avoir 2-3 petites défaites au Vernet. Il y a eu cette défaite contre Berne, cette défaite contre Rapperswil. C'est plus une forteresse aussi imprenable. Puis en même temps, on a envie de dire ouais, mais bon, les gars, ils ont 9 points d'avance. Alors après, de temps en temps, on essaie de chercher quelque chose de négatif quand Genève gagnait tout le temps. C'est plus le cas. Genève gagne plus tout le temps, donc on va pouvoir ressortir des choses négatives. Est-ce que on a loué le Artikainen, on a loué aussi Linus Omark plusieurs fois, moins cette saison, j'ai l'impression, plus la saison précédente quand il était là avec Genève. Et ils sont quand même un peu sur courant alternatif, les deux, non? Oui, absolument. Là, c'est à un moment, ils marquaient leur chacun 2 points chacun par match à peu près. C'est un petit peu plus compliqué actuellement. Alors, ils sont plus ensemble, tu me diras. Et malgré le fait qu'ils n'étaient pas ensemble, ça marchait très bien. Il n'y avait pas besoin de. Et là c'est effectivement, c'est un poil plus compliqué. J'ai pas de raison ou d'explication à ça, je dois t'avouer. Très très beau but. À part ça, les 2 buts de Genève sont beaux. Le but de Dunet, finalement, en réfléchissant, je me dis globalement, les 5 buts de ce match sont très très beaux. Mais celui de Genève, le tic-tac-toe pour amener le but de Miranda. C'est très joli. Hein. Ouais, la passe de Tomernes, là, elle est magnifique. Exactement. Puis c'est là que tu vois quand même que quand ça joue bien, c'est un plaisir d'aller au Vernet. Je pense que oui, le spectateur quitte la patinoire avec Genève a fait 1 point, mais t'as vu globalement un bon match aussi. Et ce Rapperswil m'étonne un peu parce que sans Chervenka, je suis quand même à me dire faut pouvoir trouver quelqu'un capable d'enfiler ses patins et en fait c'est pas possible. Donc faut trouver un palliatif à l'absence de Chervenka et arriver à gagner quand même sans lui quand on sait l'impact, l'influence qu'il a sur le jeu, l'influence qu'il peut avoir sur le powerplay aussi. C'est Moy et c'était drôle de voir un Tyler Moy qui évidemment que ce serait Moy qui allait marquer. Je sais pas, évidemment, c'est toujours on se dit contre les anciens clubs, il y a forcément un peu ce côté revanchard, mais il faut aussi se trouver en bonne position. Hein. C'est pas aussi simple que ça. 2 buts pour moi. Hein. Le but dans le temps réglementaire et le but en prolongation qui donne la victoire à Rapperswil. Je sais pas, je sens le capitaine hockey manager qui sommeille en toi presque quand tu dis ça. T'as presque un petit sourire. Non, tu souris pas en face de moi là, mais dans ta voix. Dans mon équipe. Dans mon équipe, ça c'est vrai. Donc ça permet de ramasser une pellée de points quand il y a un but en overtime, ça c'est clair. Exactement. Mais pour revenir à Genève, petite tuile, blessure de Roger Carrère. À de nouveau, qui joue 12 minutes. On me dit que c'est pas censé être trop grave et qu'il va soit être day-to-day, soit il va être OK. C'est encore pas définitif, mais il a joué que 12 minutes. C'est quand même un petit peu embêtant d'avoir Carrère qui vient, qui ressort, qui revient, qui ressort du line-up, mais ça montre aussi finalement en un sens que Genève a une telle marge.
parce qu'il leur manque toujours Vatanen. On rappelle qu'ils jouent toujours avec 5 étrangers, Genève. Là, ils ont joué un demi-match sans... Filppula ouais, sans Carrère. Filppula, l'autre soir, il a pris match. Ces temps, il manque de temps en temps un joueur par-ci par-là, mais j'arrive pas à activer la sonnette d'alarme, je dois t'avouer. Mais 9 points d'avance, on l'a dit avant. Enfin, à un moment, ils ont le droit. C'est dangereux de penser comme ça. Et puis, c'est évidemment pas comme ça qu'ils vont penser. Bien évidemment que Yann Cadieux doit être là à vouloir resserrer tout de suite les boulons. Mais s'il y a bien une équipe qui peut se permettre d'être un peu en dilettante en ce moment, c'est l'équipe qui mène largement le classement. Parce qu'ils ont fait leurs points, ils ont de la marge, et que pour eux, ces moments-là, un peu plus difficiles, ils peuvent passer au travers avec beaucoup plus de facilité, finalement, parce qu'ils sont nettement plus tranquilles. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent la jouer cool, c'est bon, on s'en fiche, de toute façon, on est tellement supérieur. Non, c'est pas ça. Et je pense même que Yann Cadieux doit être assez satisfait, sans doute. Il doit pouvoir trouver un truc positif à cette... c'est même pas une série négative, mais à ces matchs où l'issue est négative, en disant, voyez, voilà, quand on fait pas les petites choses, quand on se croit trop fort, trop supérieur, ou quoi que ce soit, eh bien, ça nous revient dans le museau. Et on va reprendre les bonnes choses, parce qu'on sait que quand Genève va bien et que ça tourne, on a vu ce que c'était. Ça fait une série de victoires hallucinantes, et puis un leader en puissance, et puis presque un candidat au titre. Certains n'aiment pas qu'on parle de candidat au La semaine titre. passée, mais c'est depuis en fait. Et ça leur est monté à la tête qu'on parle de Genève comme candidat au titre. Puis maintenant, hop, c'est les défaites. Non. Non, par contre, défensivement, c'est quand même encore c'est un petit peu permissif, on va dire. Notamment ce match contre Rapperswil. Je pense qu'il y a vraiment mieux à Il faire. me semble que j'ai vu Maurer 2 fois sur la glace, sur des goals. Pas pour dire que c'était forcément sa faute, mais il me semble que j'ai cru voir son numéro 47 passer. Mais ouais, on parlait de revenir à un système défensif un peu plus imperméable du côté de Bienne. Je pense qu'à Genève, ce serait aussi une bonne idée à un moment ou à un autre de resserrer les boulons derrière. Là, il y a près de 3,5 expected goals pour Rapperswil dans ce match contre Genève. Il y a eu beaucoup de shoots. Desclos a eu été mieux protégé qu'il ne l'a été, je trouve, durant cette rencontre. Mais ouais, ça fait vraiment partie des aléas d'une longue saison quand tu es en tête du classement, puis que de temps en temps, tu peux un petit peu avoir tendance à t'ennuyer. Mais justement, pour serrer les boulons, rien de tel que d'accueillir des Suisses allemands. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Genève-Zug. Rien de tel que la réception de Kovar, Simeon, Hoffman, O'Neill, Cehlarik, Marchini, compagnie. Moi, quand je fais une liste de noms, je me fais rabrouer tout de suite. Et toi, tu fais tout le roster, et puis il n'y a personne qui te dit rien. Rien de tel que de jouer cette équipe-là pour peut-être revenir à certaines bases défensives sous peine de s'en prendre une. Ouais, surtout que Zug, en plus, ils sont pas dans une période ultra fast. Ouais, ils doivent gagner les matchs de temps en temps. Giannoni s'inquiète même sur Twitter de ses statistiques. Avec un tweet marrant, il a mis un gif sous une publication de Analyze Data. Ça, il paraissait pas très bien sur la statistique. Mais ouais, Zug doit aussi un petit peu relever la tête. C'est un gros défi pour Genève jeudi soir. Et dimanche, déplacement à Ajoie. Donc 2 matchs en cette fin de semaine pour Genève Servette. Je disais avant, le biais n'est pas si loin. 9 points d'avance quand même. Et après, voilà. 9 points d'avance, mais là aussi, si tu fais les maths, Zurich, ils ont 4 matchs de moins et 13 points de moins. 4 x 3, ils sont pas très loin. Donc oui, Genève a pas mal d'avance, mais il faut peut-être pas non plus... Il y a quand même un petit trompe-l'œil qui peut exister à cet endroit-là. Méfiance. Voilà, on est au terme de cet épisode 14 de Colfax. Moins d'1h15, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça va, c'était court aujourd'hui. Tu veux encore faire des théories? T'as des trucs à dire? Non, rien d'intelligent. En tout cas, merci pour vos interactions, les gens qui me disent bonjour dans les couloirs des patinoires. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous quand on a un petit peu de temps, et on essaie de prendre le temps quand c'est possible. On sera d'ailleurs à Lausanne-Bienne les deux, jeudi soir.
Si vous venez dire bonjour si vous vous ennuyez ou si vous n'avez pas mieux S'ils à ont le faire. droit de venir tout en haut, là, sur la Si perchoir. vous n'avez pas mieux à faire, nous on est là. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. On est toujours content d'essayer d'y répondre. Quentin, on ne t'oublie pas sur notre joueur idéal. Mais je pense que quand il y a la pause d'équipe nationale, ça sera T'inquiète très pas, utile. Il y a des choses qui sont prévues. Et d'ici là, prenez soin de vous, profitez bien des matchs et puis profitez bien de ce Suisse-Serbie de vendredi soir, vu qu'il n'y a pas de hockey pour une fois un vendredi. À bientôt.